Le 24 juin, la terre a tremblé sous le nord du Venezuela. 2 secousses puissantes ont parcouru la côte caribéenne en moins d'1 minute, suffisamment pour faire vaciller des immeubles, blesser des milliers d'habitants et emporter plus de 2000 vies. Ce matin-là, le calme habituel des rivages caribéens a basculé, en quelques instants à peine, dans le chaos. Pour un pays déjà marqué par les difficultés économiques et l'incertitude politique, cette catastrophe a résonné comme un rappel douloureux de plus, un signe que les épreuves du Venezuela courent profondément sous la surface de son quotidien. Mais ces instants de tragédie soulèvent une question bien plus vaste. Qu'est-ce que le Venezuela, au fond, en dehors de ces drames ? Ces difficultés sont réelles, personne ne le nie, et elles ont transformé le quotidien de millions de familles. Pourtant, aucun pays ne se résume jamais à son chapitre le plus douloureux. Partout à travers le Venezuela, des hommes et des femmes continuent, patiemment, discrètement, de reconstruire une vie ordinaire. Pour comprendre ce pays, il faut donc aller à la rencontre de ce Venezuela du quotidien, découvrir sa terre, ses habitants et cette beauté cachée que peu de regards extérieurs soupçonnent encore. Le voyage commence dans le nord du Venezuela, le long de cette côte caribéenne où les tremblements de terre ont, un temps, ramené les projecteurs du monde entier. Vue du ciel, la côte semble pourtant si paisible, avec ses eaux bleues qui viennent caresser plages, ports et petites villes littorales. Mais sous cette beauté tranquille se cache une réalité plus tumultueuse. Le nord du Venezuela se trouve en effet tout près de la frontière entre la plaque caraïbe et la plaque sud-américaine. Un mouvement lent, presque imperceptible, de quelques centimètres à peine chaque année, mais qui, à force d'accumuler la pression, finit par ébranler des villes entières en quelques secondes seulement. Voilà pourquoi cette côte compte tant. Elle n'est pas seulement la porte du Venezuela ouverte sur la mer, elle est aussi l'un des endroits où la terre laisse deviner sa force cachée. Depuis plus de 500 ans, ces rivages relient le Venezuela au reste du monde. Les explorateurs espagnols ont touché ces côtes à la toute fin du XVe siècle, et les ports des Caraïbes sont devenus, au fil du temps, des portes d'entrée pour le commerce, les migrations et les ambitions impériales. Mais la vie quotidienne ici ne s'écrit pas seulement dans les livres d'histoire. Dans les villages de pêcheurs, on répare encore les filets à la main, on vend des fruits au bord de la route et l'on regarde cette même mer qui a toujours apporté, en même temps, la promesse et l'incertitude. Les Caraïbes offrent au Venezuela leur couleur, leur rythme, leur musique et cette sensation d'ouverture sur le monde que peu d'étrangers associent spontanément à ce pays. En laissant les Caraïbes derrière nous, la route s'enfonce vers le sud-est du Venezuela, où le paysage se métamorphose complètement. Ici s'élèvent les tépuis, ces montagnes tables qui dominent la forêt tropicale et façonnent l'un des plus anciens paysages de la planète. Formée il y a près de 2 milliards d'années, elle repose sur le socle guyanais, une fondation géologique plus ancienne que la plupart des continents que nous connaissons aujourd'hui. Plus de 100 tépuis parsèment les hauts plateaux des Guyanes, et certains des plus spectaculaires se trouvent précisément au Venezuela. Pour le peuple Pémon, ces montagnes ne sont pas de simples décors grandioses, ce sont des lieux sacrés où la nature, l'histoire et les croyances spirituelles se mêlent depuis des générations. De nombreuses espèces qui vivent ici n'existent nulle part ailleurs sur Terre, faisant de ces sommets isolés l'un des plus extraordinaires laboratoires naturels de la planète. Quand les nuages glissent lentement sur les falaises, le silence qui s'installe devient presque aussi inoubliable que le paysage lui-même. C'est d'ailleurs ce décor qui a inspiré à Arthur Conan Doyle son célèbre roman « Le Monde perdu », où des plateaux isolés abritaient des créatures venues d'un autre âge. De l'un de ces tépuis ancestraux jaillit la merveille naturelle la plus extraordinaire du pays. C'est ici, sur le versant de l'Ollantaytambo, que se trouve le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète. L'eau plonge sur 979 mètres et se transforme souvent en brume avant même d'atteindre la forêt en contrebas. Le Salto Ángel se trouve à l'intérieur du parc national de Canaima, une aire protégée qui s'étend sur près de 30 000 km². Depuis 1994, ce parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa géologie remarquable et sa biodiversité exceptionnelle. Bien avant que cette cascade n'apparaisse sur une quelconque carte, le peuple Pémon vivait déjà parmi ses rivières, ses forêts et ses montagnes, depuis d'innombrables générations. La chute est devenue mondialement connue après que l'aviateur américain Jimmy Angel l'a survolée dans les années 1930, lui donnant le nom que le monde entier utilise aujourd'hui encore.
Mais pour ceux qui ont toujours appelé cet endroit leur foyer, elle n'a jamais été une simple chute d'eau. Elle fait partie de leur identité, de leur mémoire, de leur histoire. Des étendues sauvages de Canaima, le voyage nous mène maintenant vers Caracas, où se dévoile un tout autre visage du Venezuela. Cette côte étroite fut l'une des zones touchées par les séismes, mais c'est aussi ici que le Venezuela s'ouvre au monde. Navires, pêcheurs, routes menant à l'aéroport, villes balnéaires et ombres des montagnes se croisent dans un espace où tout semble en perpétuel mouvement. À La Guaira, la journée commence souvent bien avant le lever du soleil, quand les vendeurs préparent leurs plats et que les bateaux de pêche rentrent avec la prise du matin. L'odeur des arepas frites, des fruits de mer tout juste débarqués et du café corsé se répand dans les rues, bien avant que la chaleur ne devienne écrasante. Au-dessus de la côte, Caracas s'élève dans une vallée cernée par les montagnes de la Villa, une capitale où la nature n'est jamais bien loin de la ville. Les marchés bruissent de voix, les bus grimpent des routes escarpées et la musique s'échappe des fenêtres, des boutiques et des voitures qui passent. Pour un voyageur, c'est ici que le Venezuela révèle son visage le plus humain. Non pas dans les monuments, mais dans ces petits échanges entre inconnus. On y parle des difficultés du quotidien, bien sûr, mais on y parle tout autant de famille, de baseball, de cuisine, de musique et de cet espoir tenace de reconstruire une vie normale. Entre mer et montagne, La Guaira et Caracas montrent un Venezuela qui ne fait pas que survivre, mais qui continue de chanter, de cuisiner, de travailler et d'accueillir chaque nouveau jour. En quittant la capitale, le voyage s'ouvre sur les étendues infinies des Llanos. Cette vaste plaine tropicale qui s'étire à travers le centre du pays se transforme radicalement au fil des saisons. Pendant la saison des pluies, une grande partie de la plaine disparaît sous les eaux, créant l'une des zones humides les plus riches de toute l'Amérique du Sud. Puis, quand les eaux se retirent, des milliers d'animaux se rassemblent autour des rivières et des lagunes qui subsistent. Capybaras, tamanoirs géants, caïmans, anacondas et des centaines d'espèces d'oiseaux se partagent alors le même territoire. Les Llanos sont aussi la terre des Llaneros, les cow-boys du Venezuela, dont les traditions façonnent la vie de cette région depuis des siècles. Avant même le lever du jour, de nombreuses familles sont déjà à cheval, déplaçant le bétail à travers les prairies inondées, comme le faisaient déjà leurs ancêtres. La musique, les récits transmis oralement et la cuisine au feu de bois demeurent des piliers essentiels du quotidien dans la plaine. Pour beaucoup de voyageurs, les Llanos offrent un visage du Venezuela plus silencieux, plus lent, profondément relié à la nature. Quand le soleil disparaît à l'horizon, les chants des oiseaux, le bourdonnement des insectes et les hennissements lointains des chevaux deviennent la véritable voix des plaines vénézuéliennes. Depuis ces plaines ouvertes, le voyage se poursuit vers l'est, en direction de l'un des grands mondes fluviaux du Venezuela. C'est le delta de l'Orénoque, là où ce fleuve se divise en d'innombrables bras avant de rejoindre l'Atlantique. L'Orénoque compte parmi les plus longs fleuves d'Amérique du Sud, parcourant plus de 2000 km à travers le continent. Ici, les routes perdent de leur importance et les pirogues deviennent le principal moyen de traverser le quotidien. Le peuple Warao vit dans ce paysage aquatique depuis des générations, construisant ses habitations au-dessus du fleuve et lisant les marées comme on lirait un calendrier. Les enfants pagaient d'une maison à l'autre, les familles pêchent depuis d'étroites embarcations et la fumée des feux de cuisson s'élève lentement à travers les arbres. La forêt, dense et humide, vibre du chant des oiseaux, du bruissement des insectes, des cris des singes et du murmure constant de l'eau en mouvement. Pour le voyageur, le delta de l'Orénoque n'est pas affaire de vitesse, mais de lenteur, jusqu'à ce que le rythme du fleuve finisse par dicter celui de la journée entière. Il révèle un Venezuela façonné non pas par les autoroutes ou les gratte-ciel, mais par l'eau, la patience et des communautés qui savent, depuis toujours, vivre avec le changement. Et à mesure que le fleuve s'élargit vers l'océan, le pays cesse peu à peu de ressembler à un lieu unique, pour devenir une mosaïque de mondes qui se rejoignent et se confondent. Loin au large, dans les Caraïbes, l'archipel de Los Roques apparaît comme un chapelet de sable pâle, de lagons turquoises et de récifs coralliens. Cet archipel compte plus de 300 îles, îlots et bancs de sable au large de la côte nord du Venezuela. L'eau y passe du bleu profond au turquoise le plus pâle, révélant juste sous la surface les récifs coralliens. Los Roques est devenu parc national en 1972 afin de protéger son fragile écosystème marin. Sur Grand Roque, le village principal, les rues de sable ont remplacé le bitume et la vie quotidienne suit le rythme des marées.
Chaque matin, les pêcheurs rapportent leurs prises fraîches, tandis que de petites pensions et des cuisines familiales accueillent les voyageurs venus du continent. Après une journée passée sur l'eau, le poisson grillé, les arepas et les boissons fraîches font partie intégrante de l'expérience insulaire. Pour beaucoup de Vénézuéliens, Los Roques prouve que leur pays ne se résume pas à ses épreuves, mais qu'il se reconnaît aussi dans la lumière, le sel, le vent et le grand large. Cette beauté paraît sans effort, mais elle repose en réalité sur une protection minutieuse des coraux, des oiseaux marins, des tortues et de ce rythme tranquille propre à la vie insulaire. Au coucher du soleil, les eaux peu profondes se teintent d'argent et Los Roques semble révéler l'un des visages les plus doux, les plus inattendus du Venezuela. Le long de la côte centrale du pays, le parc national de Morrocoy dévoile une autre facette de cette beauté caribéenne. Ici, pas une grande île unique, mais une mosaïque de petits îlots, d'eau peu profonde, de récifs coralliens et de chenaux bordés de mangroves. Ce parc est protégé depuis 1974. Chaque matin, des bateaux font la navette entre les îlots, transportant familles, glacières, pêcheurs et voyageurs en quête de plages tranquilles. Dans les mangroves, les oiseaux se rassemblent au-dessus de l'eau, tandis que les poissons se faufilent entre les racines immergées. Pour les communautés voisines, la mer n'est pas seulement un paysage à admirer. Elle est travail, nourriture, mémoire, routine quotidienne. Poissons frais, bananes plantains frites, arepas et boissons fraîches transforment une simple journée de plage en un véritable rassemblement à la vénézuélienne. Morrocoy montre aussi combien cette beauté reste fragile, car coraux, mangroves et eau limpide dépendent tous d'une protection constante. Après des années d'épreuves, des lieux comme celui-ci offrent encore aux Vénézuéliens un espace où se reposer, célébrer et se sentir chez soi. Tandis que la marée traverse les mangroves, Morrocoy incarne un Venezuela plus discret, porté par l'eau, le sel et les petites joies simples du quotidien. À l'ouest de Morrocoy, la côte verdoyante cède peu à peu la place à l'un des paysages les plus surprenants du Venezuela. Ce sont les Médanos de Coro, un désert de sable mouvant situé près de la ville de Coro. Les dunes peuvent s'élever à plus de 40 mètres, sculptées sans relâche par les vents alizés. Contrairement aux forêts tropicales et aux zones humides traversées jusqu'ici, cet endroit paraît sec, immense, presque silencieux. Les familles de Coro viennent souvent y marcher pieds nus au coucher du soleil, quand la chaleur commence enfin à retomber. Les enfants dévalent les pentes de sable, les vendeurs proposent des boissons fraîches, et le désert devient, le temps d'un week-end, un simple lieu de joie partagée. Tout près de là, Coro, ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ajoute une strate supplémentaire à ce voyage, avec ses vieilles rues, ses murs d'argile et son histoire tournée vers les Caraïbes. Ici encore, le Venezuela se réinvente. Ni jungle, ni île, ni montagne, mais du vent, du sable, de la mémoire et de la lumière. Ce même pays qui abrite la plus haute chute d'eau du monde renferme aussi un désert qui semble avancer, grain de sable après grain de sable. À la tombée de la nuit, les dunes se parent d'or et de gris, rappelant une fois de plus combien il est impossible d'enfermer le Venezuela dans une seule définition. Alors que le voyage se poursuit vers l'ouest, le relief s'élève de nouveau, jusqu'aux Andes vénézuéliennes. En leur cœur se trouve Mérida, une ville où la vie de montagne rythme le quotidien. Perchée à plus de 1600 mètres d'altitude, Mérida jouit de l'un des climats les plus frais de tout le Venezuela. Sur les collines environnantes, les agriculteurs cultivent fraises et légumes, qu'ils fournissent ensuite au marché de toute la région. La ville abrite aussi l'un des systèmes de téléphériques les plus hauts et les plus longs du monde, reliant la vallée aux sommets andins. Les cafés s'y remplissent d'étudiants, de randonneurs et de familles venues profiter d'un rythme de vie plus lent. Les plats traditionnels andins, le fromage frais et le café cultivé localement, témoignent d'une culture façonnée par la montagne elle-même. Les voyageurs viennent souvent pour les paysages, mais repartent en se souvenant tout autant de la chaleur humaine des habitants que des sommets environnants. Mérida révèle un autre visage du Venezuela, bâti sur l'éducation, l'agriculture et la vie en altitude. Là-haut, au-dessus des nuages, les Andes vénézuéliennes rappellent combien ce pays est bien plus divers que la plupart des gens ne l'imaginent. Loin des champs pétroliers de Maracaibo, le voyage revient vers le sud-est du Venezuela, où le mont Roraima domine la Grande Sabana. Culminant à plus de 2800 mètres, il s'élève près du point de rencontre entre le Venezuela, le Brésil et le Guyana. Son sommet plat et ses falaises verticales en font l'un des tépuis les plus reconnaissables au monde. Pour le peuple Pémon,
Le Roraima fait partie d'un paysage sacré, empli d'histoires transmises de génération en génération. Pour les explorateurs venus d'ailleurs, il est devenu un symbole d'isolement et de mystère, ce même paysage qui inspira à Arthur Conan Doyle son roman Le Monde perdu. Aujourd'hui, des guides locaux conduisent les randonneurs à travers rivières, savanes et sentiers escarpés, jusqu'au sommet. L'ascension peut prendre plusieurs jours, et le temps peut basculer du soleil éclatant à la pluie battante en quelques minutes à peine. Là-haut, sur le sommet, roches noires, plantes étranges et vasques d'eau claire composent un monde qui semble détaché des plaines en contrebas. Le Roraima illustre à lui seul pourquoi le Venezuela n'est pas un seul paysage, mais une multitude de mondes empilés par le temps. Au large de la côte nord-est du Venezuela se trouve l'île de Margarita, l'une des escapades insulaires les plus célèbres du pays. Pour beaucoup de Vénézuéliens, cette île est associée aux vacances, aux voyages en famille, aux plages, aux souvenirs d'une époque plus légère. Ses rivages font face aux Caraïbes, entre bateaux de pêche, grands larges et collines arides qui se dressent derrière la côte. Contrairement aux forêts de Canaima ou aux falaises vertigineuses du Roraima, Margarita respire, largement ouverte, baignée de lumière, façonnée par le vent. Dans des villes comme Port-Lamar et Pampatar, la vie quotidienne se partage entre marchés, petits restaurants, églises et rues en bord de mer. Les pêcheurs rapportent leur prise du jour, les vendeurs proposent fruits et fruits de mer, et les familles se retrouvent autour d'assiettes d'arepas et de poissons frits. L'île est aussi réputée pour ses plages, comme Playa El Agua, où de longues étendues de sable rencontrent la lumière intense des Caraïbes. Au coucher du soleil, les habitants marchent le long du rivage, la musique s'échappe des bars de plage, et l'île ressemble moins à une destination qu'à un rythme partagé par tous. Margarita a connu les mêmes difficultés économiques que le reste du Venezuela, mais ses habitants continuent, patiemment, de reconstruire le tourisme, une petite affaire à la fois. Cette île révèle un autre Venezuela, pas épargné par les épreuves, mais toujours empli de chaleur humaine, de couleurs, d'air marin et de joie simple. Au-delà de ces paysages, le Venezuela vit avant tout par l'énergie de son peuple. Dans les villes, les villages, les îles et les plaines, le quotidien se poursuit à travers la musique, la nourriture, la famille et la foi. L'arepa demeure l'un des aliments les plus familiers du pays, simple, chaude et que l'on mange presque à toute heure du jour. On la garnit de fromage, de viande, de haricots, d'avocats ou de tout ce qu'une famille a sous la main ce jour-là. Le week-end, les terrains de baseball se remplissent d'enfants, de parents et de ce son si particulier d'un pays qui aime profondément ce sport. La musique est partout, du joropo des plaines à la salsa, en passant par le merengue et les rythmes qui montent des rues des villes. Dans les llanos, la harpe et le cuatro continuent de porter la voix de la campagne. Dans les villes côtières, le rythme change avec la mer, avec la chaleur, avec le mouvement des gens à travers les marchés. Le pays a traversé des années d'épreuves, mais la culture, elle, n'a jamais disparu. Elle survit dans les cuisines, dans les chansons, dans les blagues, dans les fêtes, et dans cette façon si particulière d'accueillir toujours l'étranger avec chaleur. Pour le voyageur, c'est peut-être là l'essentiel à comprendre du Venezuela. Ce pays ne se voit pas seulement dans ses chutes d'eau, ses montagnes, ses champs pétroliers ou ses plages. Il s'entend aussi dans les voix, il se goûte dans la nourriture, il se ressent dans la petite bonté des gens ordinaires. C'est ce Venezuela-là qui demeure, une fois que le bruit de la politique s'efface en arrière-plan. Un pays qui continue de cuisiner, de chanter, de se rassembler et de tenir bon, un jour après l'autre. Après ce voyage, le Venezuela ne ressemble plus à une histoire simple. C'est un pays façonné à la fois par des paysages extraordinaires et par une résilience remarquable. Sa beauté est réelle, ses épreuves le sont tout autant. Mais entre ces deux vérités, la vie quotidienne continue, patiemment. On y ouvre des commerces, on y prépare des repas, on y guide des voyageurs, on y répare des maisons, on y retourne vers la mer, vers les champs, vers les rues de toujours. Cette résilience discrète est peut-être, au fond, ce que le Venezuela a de plus précieux à montrer au monde aujourd'hui. Alors, un pays aussi riche en nature, en mémoire et en force humaine, peut-il bâtir un avenir aussi remarquable que la terre sur laquelle il repose? La réponse reste à écrire. Mais une chose demeure certaine, le Venezuela est encore là, toujours aussi beau, toujours meurtri, et pourtant toujours en marche. On peut se demander, en refermant ce voyage, ce que l'on retiendrait soi-même d'un pays capable de tenir debout avec autant de dignité au milieu de tant d'épreuves. Et c'est peut-être là, plus que dans n'importe quel paysage, que se cache la véritable beauté du Venezuela.